va désigner par Dieu ces choses qui sont le sacré, les croyances fondamentales, les croyances capitales, réglant la vie humaine. Salutations! Aujourd'hui, nouvelle vidéo vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vlog et j'en avais envie tout simplement. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai lu hier, donc le livre que j'ai lu terminé hier, et puis aussi la lecture que j'ai commencé juste après et que je suis en train de lire actuellement. Mais pour ça je viens de me rendre compte qu'en fait je n'avais pas pris les livres en question, donc je vais aller les chercher et puis je vous montre ça tout de suite. Alors ça y est, j'ai récupéré les livres dont je dois vous parler. Je vous ai aussi changé d'endroit parce que ma caméra s'est cassée la figure, voilà. J'ai eu un petit peu peur, mais tout va bien. Et du coup, je l'ai mis dans un endroit un petit peu plus stable, hein, où nous ne risquons pas une catastrophe à tout moment, c'est bien mieux. Du coup, niveau lecture, hier j'ai terminé, ou avant-hier, je sais plus, mais c'est pas très grave, cette pièce de théâtre, donc c'est Mithridate de Racine. C'était une pièce qui traînait depuis super longtemps à la maison, et en la voyant au détour de mes bibliothèques, je me suis rappelé qu'elle existait déjà, que je l'avais ensuite, et puis également que ça faisait quelque temps que j'avais pas lu de pièces de Racine, et c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que c'est toujours une expérience assez singulière de se replonger dans Racine, surtout pour la langue qui est tellement différente de la langue que l'on parle habituellement, mais même aussi de la langue que l'on trouve dans la littérature, que ce soit les romans, le théâtre, la poésie, donc c'est toujours assez différent, ça change, ça fait du bien, ça aère stylistiquement l'esprit. Je sais pas si cette phrase est très claire et si elle permet de transcrire au mieux ma pensée, mais c'est un petit peu l'idée. Au niveau de l'histoire, c'est vraiment du très classique pour Racine. On est dans un quatuor amoureux, puisque on est dans une espèce de petite principauté. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas tout à fait située sur le globe. Alors voilà, on est à l'époque romaine, mais on n'est pas chez les Romains, de ce que j'ai compris. Enfin là, je suis à peu près sûre de ça. Par contre, où on est précisément, je n'ai pas encore élucidé ce mystère malheureusement. Mais donc on est dans cette petite principauté qui est dirigée par Mithridate. Mithridate qui vient de prendre une femme pour épouse, en tout cas qui s'apprête à prendre une femme pour épouse, qui s'appelle Monime, voilà, excusez-moi, j'ai regardé parce que son nom à chaque fois je l'oublie, voilà. Le truc, c'est que non seulement lui est amoureux d'elle forcément, mais ses deux fils sont également amoureux de la jeune fille en question, donc c'est un petit peu compliqué, hein, ça tend légèrement les relations familiales, et puis surtout comme on est chez Racine, ça mène à tout un tas d'intrigues amoureuses et tout, d'autant plus que, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette pièce, cette trame initiale et principale, hein, puisque l'histoire d'amour est quand même le sujet essentiel de la pièce, donne quand même l'occasion à la mise en place d'intrigues un peu plus politiques sur des questions de succession, de prise de pouvoir et tout, et puis aussi sur une réflexion, une affirmation d'une certaine lutte contre la tyrannie, que pour le coup j'ai trouvé vraiment intéressant. Je pense que c'est ce que j'ai préféré dans cette pièce, c'est que au-delà de cette histoire d'amour qui, bien évidemment, encore une fois, reste très importante, excessivement importante, il y a autre chose d'un peu plus politique qui, mêlé avec la plume de Racine, est quand même assez intéressant, puisque avoir voilà, cette plume qui est belle, qui sort de l'ordinaire et qui parle de tyrannie, de lutte contre la tyrannie, moi ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé ce que j'apprécie chez Racine, même si ce sera probablement pas ma lecture préférée de l'année, probablement pas non plus ma pièce de Racine préférée, mais j'attendais ça en débutant ma lecture et j'ai trouvé ça, donc je suis contente. Et du coup ensuite j'ai entamé ce livre. Donc c'est le Crépuscule des idoles de Nietzsche. Enfin, dans mon édition il y a le Crépuscule des idoles et le Cas Wagner. Je sais pas encore à l'heure actuelle si je vais lire le Cas Wagner. Ça fait quelques mois maintenant que je m'intéresse à
à Nietzsche, à la pensée de Nietzsche. J'avais commencé à regarder, à écouter plutôt des podcasts, à lire 2-3 articles et tout ça. C'est pas tant la question de la volonté de puissance qui moi, m'intéresse et me passionne, parce que c'est pas forcément un truc avec lequel je suis en accord, mais c'est assez intéressant la manière dont Nietzsche parle de la morale, parle des valeurs, plus précisément en fait du fait que nos valeurs ne s'offrent pas à nous par le biais de l'expérience. On n'expérimente pas une dichotomie entre le bien et le mal, une dichotomie entre le juste et l'injuste, une dichotomie entre le beau et le laid, enfin vous avez un peu compris l'idée, mais sont des choses que l'on projette en fait sur le monde que l'on a face à soi, et on appréhende notre monde, notre réalité par le biais de ces valeurs. Mais donc ces valeurs, elles sont arbitraires, elles remontent à des années et des années, mais la longévité ne crée pas la nécessité. C'est pas parce que ça fait longtemps que quelque chose existe que cette chose existe nécessairement, c'est deux choses différentes. Et du coup c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir cette critique assez radicale des valeurs, cette remise en cause de notre système de valeurs. Donc c'est ce qui moi m'intéressait. J'ai du coup commencé, j'en suis à peu près à la moitié. Alors on est vendredi soir et je vous retrouve parce que j'ai terminé il y a peut-être 10 minutes le Crépuscule des idoles de Nietzsche, que je vous avais présenté il y a 30 secondes. C'est assez particulier, je vous avais déjà expliqué pourquoi je l'avais lu, ce qui m'intéressait dans la pensée de Nietzsche. La base du Crépuscule des idoles, c'est de s'interroger sur la philosophie platonicienne, enfin la philosophie que l'on a depuis Socrate, et de le voir par le prisme du rapport au corps. Donc en fait, Nietzsche pose le corps comme critère d'évaluation, pas au sens de la vérité ou de la fausseté, parce que ça c'est pas ce qui l'intéresse, mais au sens de que nous disent l'état physique des philosophes et de ceux et celles qui ont défendu une certaine vision de la morale sur cette morale justement. Et sa thèse derrière, c'est de dire qu'en fait ce sont des morales de gens malades, et donc des morales de décadence, et que même plus précisément la morale est ce vers quoi on se tourne, ce dans quoi on se réfugie quand on n'arrive pas à affronter l'existence, la dureté du monde, et donc quand on a une existence, encore une fois, de personnes malades, et qu'on ne l'assume pas en fait. Il y a un peu cette idée de nihilisme refoulé, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc tout le livre va consister à percevoir ces différents systèmes moraux, donc notamment le platonisme et le christianisme, à travers cette relation au corps, et puis de les déboulonner au passage, puisque Nietzsche c'est le philosophe du marteau, et je crois que c'est ce que dit d'ailleurs même l'introduction. Ah voilà, c'est cette phrase. Poser ici des questions avec le marteau et entendre peut-être comme réponse ce fameux son creux qui parle d'entrailles gonflées. Quel ravissement pour quelqu'un qui, derrière les oreilles, possède d'autres oreilles encore. Pour moi, vieux psychologue et attrapeur de rats qui arrive à faire parler ce qui justement voudrait rester muet. Donc c'est vrai que sur le plan de la morale, c'est un texte qui est assez intéressant, qui bouscule, qui n'est pas habituel, mais bon, ça on s'y attend un peu quand on entame la lecture de Nietzsche. Je pense, c'est mon analyse de l'œuvre, mais que c'est un peu plus compliqué quand on se place sur le terrain de la politique, hein, c'est-à-dire que si on essaye d'appliquer ce qu'il dit à l'échelle politique, à l'échelle du gouvernement, je ne pense pas, enfin en tout cas moi les résultats qu'on aurait seraient peut-être pas forcément très positifs, très souhaitables, en tout cas selon ma grille d'analyse, c'est pas forcément un monde que je souhaite, mais encore une fois, pour ce qui est d'avoir une certaine distance par rapport à nos valeurs, et aussi de mettre en avant un mécanisme d'épuisement, d'essoufflement des valeurs traditionnelles,
là c'est assez intéressant et ça peut pousser à pas mal de réflexions futures, donc voilà. Donc c'est tout pour ce livre-ci. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle ce que je vais lire, ce avec quoi je vais enchaîner. Je vous montrerai de toute façon quand j'aurai choisi. Et voilà. Wait, wait, go, go. Go, 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 go. Je vous retrouve toujours dans le cadre de ce vlog, je vous retrouve une dernière fois dans le cadre de ce vlog. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai lu 2 bouquins, donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc le premier c'est celui-ci, c'est L'argent de Charles Péguy, qui est un court essai qui a été publié dans les cahiers de la quinzaine. C'est un essai dont on m'avait beaucoup parlé, dont on m'avait parlé très positivement surtout, puisqu'on m'avait beaucoup vanté déjà la plume de Péguy, dont on m'avait dit qu'elle était sublime, qu'elle était géniale, qu'elle était merveilleuse, et également pour le thème de ce livre, puisque il ressortait de ce que j'avais pu lire autour de ce livre et de la 4e de couverture, que c'était un livre qui allait parler d'argent et de capitalisme. Or, je trouve que c'est des thèmes qui sont extrêmement intéressants, de manière générale, mais aussi et surtout dans le cadre des auteurs un peu de cette période-là, donc fin du 19e, début du 20e siècle. Je suis une très grande fan de L'Argent de Zola, qui est un des volumes des Rougon-Macquart. J'aime aussi beaucoup une nouvelle de Balzac qui est un peu moins connue, mais qui est super sur toutes ces questions de rapport à l'argent, de domination par l'argent, de créances, d'obligations, de dettes, etc., qui s'appelle Gobseck et que je vous conseille vraiment. Et donc j'étais très enthousiaste quand j'ai trouvé un peu par hasard dans une petite librairie d'occasion L'argent de Péguy. Je me suis dit que j'allais enfin pouvoir le lire et c'est ce que j'ai fait. Mais malheureusement, j'ai été extrêmement déçue par la lecture de ce livre et je suis déçue de ma déception, voilà, ce qui est juste terrible. Je voulais l'apprécier, j'avais tout fait pour l'apprécier et pourtant ça ne l'a pas fait. C'est un livre que je n'ai vraiment pas du tout aimé. Le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que bon, déjà la plume de Péguy ne m'a pas transportée. Je l'ai trouvée belle, mais je l'ai pas trouvée particulièrement marquante. Je me suis pas prise à souligner des phrases en me disant oh j'ai envie de les retenir parce que je les trouve tellement bien dites, parce que je trouve que ça traduit avec une tellement belle structure et de tellement beaux mots ce que Péguy pense. Non, pas du tout, ça ne m'est quasiment jamais arrivé malheureusement, donc déjà sur ça n'a pas été une très grande réussite. En plus, et c'est ça le point un peu problématique, en tout cas le point le plus problématique pour moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui était très confus. C'est-à-dire qu'on m'avait dit au début, en tout cas c'est ce que j'avais compris, que c'était un livre qui parlait d'argent, qui parlait de capitalisme. Donc on a quand même un thème qui est posé, qui est assez net, qui est assez clair. Et le problème c'est que plus les paragraphes défilaient, plus ma lecture avançait, moins je savais où on allait, plus ça devenait confus, plus c'était difficile d'arriver à déterminer quel était le but de cet essai. Pourquoi Péguy mettait en place tout ce système argumentatif, vers quoi on allait et qu'est-ce qu'on était censé en retirer à la fin. Et c'était quelque chose qui était quand même assez déstabilisant parce que, bah oui, on va aborder l'argent, et puis après on va parler des paysans, et puis après on va parler des instituteurs, et puis après on va reparler des paysans, et puis après on va parler de la modernité. Enfin, tout s'enchaîne, tout se coupe, tout s'entrecoupe sans qu'on sache vraiment vers où on tend, vers où on va. Et c'est ça qui est problématique pour moi, c'est-à-dire qu'en soi, on aborde à partir d'un thème central tout un tas d'autres sujets. C'est pas quelque chose qui me dérange, c'est même quelque chose que je trouve assez intéressant parce que je pense que c'est important de faire dialoguer les théories, les disciplines, les thèmes. Mais là, le truc, c'est plus qu'on a l'impression que Péguy laisse un peu défiler ce qu'il pense sans essayer de le structurer, sans essayer de l'harmoniser, sans essayer de lui donner une cohérence interne. Voilà, il n'y a aucune cohérence interne pour moi, en tout cas je ne l'ai pas ressenti, et c'est ce qui a rendu cette lecture très difficile parce qu'à plusieurs moments on s'arrête et on se dit mais en fait de quoi ça parle? En plus, dans le cas de ce texte, cet ensemble un petit peu confus est mis sur un fond très passéiste, un peu à coup de c'était mieux avant, et je vais être honnête, c'est une vision du monde que je n'apprécie pas. Voilà, je trouve que c'est pas très pertinent d'avoir une approche très dogmatique de l'évolution, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire c'est pas pertinent de dire que toute évolution est bonne à prendre, mais c'est pas non plus beaucoup plus pertinent de dire que c'était mieux avant juste parce que c'était avant. Pour moi, ça n'est pas ce qui est le plus important, ça n'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est de se questionner sur les différentes évolutions, c'est d'amener des arguments, un raisonnement autour de ces évolutions, et c'est de dire pourquoi on est défavorable à telle et telle évolution. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu dommage et qui fait que j'ai vraiment
vraiment eu beaucoup de mal à accrocher avec ce livre. Donc voilà, c'est vrai que ça ne l'a pas du tout fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant déçue d'une lecture, c'est même au stade où j'ai failli l'abandonner et puis je me suis dit non, quand même, tu vas aller jusqu'au bout, c'est tout petit, ça fait moins de 100 pages, donc tu peux te permettre d'aller jusqu'au bout, mais ça a été vraiment difficile et je m'y suis absolument pas retrouvée et j'ai l'impression d'en avoir vraiment pas tiré grand chose, si ce n'est carrément rien du tout. Voilà. Ensuite, j'ai également lu cet essai, donc c'est L'anthropologie du crime de Jean-Michel Bessette. Pour le coup, c'est un essai dont je n'attendais vraiment rien et qui m'a très agréablement surprise, donc j'étais très contente, surtout après ma déception avec Peggy. L'anthropologie du crime, c'est un livre qui pose comme thème principal, enfin comme thèse plutôt, l'idée de la dualité entre la face et la main, la dualité entre le langage et l'acte, qui est une dualité fondamentale chez l'être humain. En fait, nous sommes à la fois des êtres qui mettons en place un langage et des êtres qui mettons en place des outils. Donc nous nous définissons comme un être qui agit et comme un être qui parle. Voilà, donc il part en fait de cette dualité que l'on constate en anthropologie et il va l'utiliser pour expliquer le phénomène criminel. Donc c'est une thèse que déjà j'ai trouvée extrêmement intéressante, que pour ma part j'avais jamais trouvée jusqu'alors dans mes lectures, donc toute thèse nouvelle est bonne à prendre, surtout qu'elle est assez bien démontrée, il donne pas mal d'arguments, etc. Donc c'est très stimulant pour le raisonnement, très stimulant pour la réflexion, ça pousse à se poser tout un tas de questions, à avoir une vision un petit peu différente du phénomène criminel, et ça c'est toujours super cool, je trouve. Et puis ce qui est vraiment super dans ce livre, c'est que cette thèse, elle est non seulement intéressante en elle-même en tant que telle, mais aussi intéressante parce que ça va être un moyen pour Jean-Michel Bessette de percevoir en fait différentes doctrines, différentes théories qui ont pu être faites par le biais de cette thèse, et donc de problématiser ces théories, de les mettre en scène, de les opposer, de les inscrire dans tout un raisonnement, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une attitude qui est super, je trouve, quand on fait un essai, quand on fait un texte argumentatif, parce que ça permet au lecteur et à la lectrice d'en tirer beaucoup plus de choses. On en tire une thèse et on en tire aussi une nouvelle vision sur tout un tas d'autres théories, et on en tire aussi une porte d'accès vers toute cette théorie. Et on n'a pas du tout cet effet qu'on pourrait avoir si c'était mal fait, un peu de names dropping et d'étalage de culture un peu indigeste, parce que à chaque fois ça a un sens. On ne cite pas Foucault pour citer Foucault, on cite Foucault parce que dans le cadre de ce raisonnement, dans le cadre de ce qu'on est en train de dire, ce qui a été dit par Foucault est ce qui résume le mieux la situation et ce qui met le mieux des mots sur une réalité qu'on essaye de retranscrire, sur une argumentation. Vous voyez que c'est un livre qui est très sourcé, vous avez beaucoup de références, quasiment à chaque page il y a des références, donc ça c'est super en plus parce que du coup ça permet à la fin de la lecture d'aller faire des petites recherches et de voir s'il n'y a pas d'autres livres qu'on pourrait lire pour continuer cette réflexion. Donc voilà, c'est un livre dont j'attendais pas grand chose au départ et qui finalement m'a énormément intéressée et que je vous conseille du coup. Alors c'est tout pour mes lectures, mais avant de conclure ce vlog, je voulais juste brièvement vous montrer quelques livres qui ont rejoint ma bibliothèque récemment, dont je ne vous ai pas encore parlé. Je me dis que voilà, je filme, donc c'est l'occasion, allons-y. Donc tout d'abord, je me suis procuré Mythologie de Roland Barthes. Vous pouvez voir à la présence de quelques post-it que c'est ma lecture en cours. C'est un livre qui était mentionné dans cet essai, vous voyez quand je vous disais que c'est un moyen de s'initier à tout un tas d'auteurs, à tout un tas de théories. C'est vrai, puisque c'est ce livre qui m'a poussé à acheter Mythologie de Barthes et à le commencer. C'est une sorte de patchwork, de petites capsules qui saisissent les années 50. Donc il y a tout un tas de thèmes divers et variés qui sont abordés. Ça va du catch à la télévision, à la pauvreté, au procès. Moi bien sûr je l'avais acheté pour ça, enfin je l'ai acheté pour ça essentiellement parce qu'il y a une analyse du procès Dominici qui est vraiment brillante, très pertinente, qui est très brève, elle fait 4 pages, mais en 4 pages, il y a tellement de choses qui sont dites et qui sont tellement bien dites que c'est assez bluffant, je trouve. Je l'ai commencé seulement hier soir par contre, donc j'ai pas encore énormément de choses à vous dire, mais j'espère le terminer prochainement, et puis je vous en reparlerai à ce moment-là. Ensuite, je me suis également procuré le Dr Faustus de Thomas Mann. Je crois que dans une vidéo cet été, je vous avais déjà parlé de Thomas Mann et du fait que j'avais envie de lire Thomas Mann. Par contre, je ne me voyais pas du tout débuter ma découverte de Thomas Mann par La Montagne Magique, donc je me suis rabattue sur celui-ci qui me paraissait plus court, qui était plutôt bien noté. Alors il était, en fait, de ce que j'ai pu lire dessus, c'est très qui tout double comme lecture, c'est-à-dire soit les gens disent que c'est vraiment le meilleur livre qu'ils ont lu de leur vie, que c'est le meilleur livre qui a été écrit sur cette planète, soit au contraire ils disent que c'est trop barré, que c'est trop bizarre et que au bout de 30 pages tu n'en peux plus. Donc je ne sais pas encore dans quelle catégorie je vais être, mais j'ai hâte de découvrir, ça a l'air très particulier
particulier comme bouquin, donc nous verrons. Ensuite on m'a également donné, donc celui-ci je ne l'ai pas acheté, ce livre-ci qui s'appelle Le procès de Nuremberg, qui a été écrit par Léon Poliakoff. C'est un livre dont je ne connaissais pas l'existence mais qui a l'air très intéressant parce qu'en fait Léon Poliakoff a lu les 42 volumes des minutes du procès de Nuremberg, donc qui ont été publiés. C'est énorme, ça coûte très très cher. Et il en a tiré ce bouquin, donc qui est beaucoup plus court, hein, puisqu'on résume 42 volumes en peut-être 200-300 pages. Mais du coup, ce qui est super intéressant dans le cas de ce livre, c'est que ça part vraiment des minutes du procès, qui ont bien sûr été coupées, remises en forme, etc. Il y a tout un tas de choses qui n'y sont pas. Mais du coup, je trouve ça bien de partir du procès, et je me dis que ça peut être intéressant. Et enfin, comme à mon habitude, je me suis également procuré 3 bouquins sur la question criminelle en général, voilà, sur des approches diverses et variées du crime et de la criminalité. Donc nous avons La victimologie de Gérard Lopez, qui est un livre d'introduction à la victimologie. C'est un livre qu'on m'a conseillé dans le cadre de mes cours, et en plus j'ai lu il n'y a pas longtemps La philosophie du droit dans la même édition, qui avait été une très très agréable surprise, donc j'espère que celui-ci le sera également, mais je pense. Autre livre que l'on m'a conseillé, La criminologie de Maurice Cusson, qui là du coup est une introduction à la criminologie. Et enfin, un livre qu'on ne m'a pas conseillé, que j'ai trouvé toute seule comme une grande, ce livre de Dan Kaminsky qui s'appelle Condamner, une analyse des pratiques pénales. Comme son titre l'indique, on va parler de la norme, on va parler de l'organisation judiciaire, on va parler du regard que porte la norme, du regard que véhicule la norme sur la criminalité, enfin de toutes ces choses-là. Si vous suivez cette chaîne, vous commencez à comprendre que ce sont des thèmes qui m'intéressent, donc voilà. Et c'est là-dessus que s'achève cette vidéo vlog. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir ou redécouvrir des titres. Et bien sûr, j'espère vous retrouver aussi très très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!